question suivante. Tu n'es pas que écrivain, tu es aussi youtubeur, blogueur, Ouais, et tu as notamment une petite notoriété sur le webzine Agoravox. Alors, ouais, je précise pour les auditeurs qui ne connaissent pas Agoravox, c'est à la base, quand ça a été créé, une tribune libre journalistique où tout le monde peut venir écrire. Et avec une politique particulière, c'est que pour faire partie du comité de lecture qui décide quels articles on publie et lesquels on ne publie pas, il faut accéder à un certain degré de notoriété. mm, Donc c'est ceux qui ont gagné la bataille sur Agoravox, c'est ceux qu'on appelle entre guillemets la complosphère, c'est-à-dire des gens qui aiment bien expliquer le monde avec des conspirations dont ils n'ont pas les preuves, ils n'ont que des suppositions. Et qu'est-ce que tu penses de cette culture-là, de ce besoin d'expliquer le monde avec le complot d'une secte, d'une minorité, moi ou je sais pas, d'extraterrestres pour les mais plus farfelus, j'ai comme... j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur Agoravox justement chez ces gens-là, parce que la plupart de mes vidéos sont rejetées. Donc parce que j'y traite de spiritualité ou d'histoire de la spiritualité plutôt, de manière très Euh, bon, je suis un autodidacte hein, aussi, mais de manière très zen, cool, voilà. Et j'essaye de pas trop y mêler de la politique et des éléments d'idéologie chiante qui pourraient nous radicaliser les uns vis-à-vis des autres. Et j'ai quand même fait quelques vidéos sur la question de l'islam en France qui ont été relayées sur Agoravox. Et effectivement, ça m'a valu de recevoir des volets de bois vert de pas mal d'internautes, donc ça montre une certaine notoriété, mais c'est une notoriété un peu particulière, quoi. Je me suis pris des volets de bois vert parce que j'étais pas assez radical. Alors il y a les uns qui veulent que on aille taper sur les Arabes, et puis il y a les musulmans qui veulent qu'on arrête de leur taper dessus et qui au contraire font de la publicité pour un mode de vie qui moi me convient pas. Voilà, donc c'est un peu tout le monde profite de l'occasion pour s'envoyer des armes en plein visage. C'est des lances qui passent par-dessus les boucliers, voilà. Mais c'est triste parce que j'essaye juste de rappeler un petit peu ce qui moi me paraît être la situation générale. Et chercher les causes du terrorisme, euh, c'est pas vouloir euh, abonder dans leur sens. Bah, forcément tu les emmerdes parce que toi tu te poses en historien. Donc toi ce qui Ouais. t'intéresse c'est les faits, sans chercher des explications secrètes qu'il faudrait dévoiler et qu'on cacherait à la foule, tu vois. Or, un militant complotiste, son pire ennemi, c'est l'historien. Parce que Ouais, ouais. l'histoire est là, les faits sont là, les chiffres sont là, et on a absolument aucune preuve historique des conspirations que ces mecs-là avancent. Donc, c'est évident que tu vas les faire chier. Mm, mm. C'est évident que Ah, tu vas les emmerder parce que eux, ils ne sont pas dans la recherche, ils ne sont pas dans l'objectivité. Ils sont dans la volonté de démontrer une supposition à laquelle ils mm. croient euh, comme si c'était un dieu, quoi, tu vois. Ouais, ils bâtissent une proposition de conspiration, et puis ensuite ils essayent de faire du storytelling pour la vendre. Mais les choses sont beaucoup plus simples que ça. Il n'y a pas besoin euh, quand on veut vraiment traiter des questions de fond comme ça, est-ce qu'un secret ça se garde d'abord? Est-ce que moi j'arriverais à garder un secret vis-à-vis du monde, vis-à-vis du reste du monde? Surtout si je suis obligé d'engager pour pouvoir réaliser quelque chose des centaines ou des milliers ou des centaines de milliers de gens pour pouvoir le faire. Ben non, c'est pas possible. C'est ridicule. C'est aussi simple que ça en fait. Bah, surtout si tu étudies l'histoire des complots. Mm, Les complots, en règle générale, les plus connus, c'est ceux de la cour du tsar. mm, Bon, tous les complots de cour, ça se passe à mm, peu près toujours de la même façon. C'est un petit groupe qui se concerte secrètement pour faire un sale coup. mm, En règle générale, c'était pour piquer du fric au roi. Tu vois, c'est mm, toujours intéressé.
Bon, donc c'est une bande de malfaiteurs qui s'organisent secrètement pour commettre une arnaque, tu vois. Ça, c'est effectivement dans les faits, les complots, ça se passe comme ça. Ça dure jamais très longtemps. Il y a toujours des fuites. Et Mm. puis c'est un complot du tous contre un, Mm. tu vois. Mm. Or aujourd'hui, on a une espèce de fantasme comme ça qui serait que ces gens-là auraient comploté contre toute la planète, contre 9 milliards d'humains, Mm. et qui seraient en train de contrôler, de commander secrètement, de manipuler secrètement 9 milliards d'humains. Et c'est fascinant enfin, de Le voir manque comme on d'analyse. est crédule et on arrive à gober ça, quoi. Pour moi, ça démontre que les gens qui tombent là-dedans sont dans un manque d'analyse. Il manque d'éléments d'analyse. Et je trouve que le fait qu'on ait repoussé autant Marx dans les cordes, ça a aussi des conséquences de ce côté-là. Mais ils ne sont pas du tout dans l'analyse, ils sont dans l'irrationnel. Ouais. C'est comme les gens qui croient à l'astrologie. Jusqu'à présent, on n'a aucune preuve que c'est valable, l'astrologie. Tous les jours, les prédictions de l'horoscope sont foireuses. Mm. Donc les gens, ils ont une encule sous le nez, ils savent très bien que c'est du pipeau, pourtant ils y croient quand même. Tala. Mm. Donc ils ne sont pas dans l'analyse, ils sont dans la même démarche que quelqu'un qui lit un bouquin sur son signe astrologique. Ils sont dans l'irrationnel, dans la superstition. En fait, ils veulent croire à quelque chose qui les arrange. Mm. Et du coup, ils ont besoin de se rassurer et de sans arrêt piocher, sélectionner uniquement les infos qui les intéressent Mm. pour abonder dans le sens de leurs croyances. Hein, genre ceux qui croient au complot juif, par exemple. Ouais. Bon, ils ont des arguments. Hein. Ils disent y a tant de pourcentage de juifs dans le milieu de la banque, dans le milieu de la télé, dans le milieu de la médecine. Donc ça voudrait dire qu'ils contrôleraient le monde. Toi, c'est un raccourci un peu facile. Hein, c'est une ethnie qui réussit mieux que les autres, en fait. Oui, C'est parce que plutôt ça les faits, quoi. Donc j'en déduis qu'ils dominent le monde en secret. Et là, on arrive on part d'une observation qui est vraie pour arriver à une conclusion qui n'a toujours été qu'une hypothèse, une supposition, et qu'on n'a vraiment jamais réussi à prouver. bien sûr. Et puis au-delà de ça, on regarde pas comment ça s'est construit historiquement, cette espèce de position super euh, super battante quoi de cette population-là. Oui, ils ont réussi à transformer quelque chose d'absolument terrible, hein, le génocide juif, en une force qui les a propulsés en avant et de manière spectaculaire et oui, ils sont tombés dans les mêmes travers que les autres, ils ont été violents avec les Palestiniens, etc. Mais au final, ils ont manifesté une force vitale absolument dingue. Et ils en sont là aujourd'hui grâce en partie à l'héritage d'un travail de longue haleine depuis très longtemps, mais aussi grâce à une capacité de rebond qui est spectaculaire et qui est culturelle, mais qui est récente finalement au regard de l'histoire. Et c'est pas voilà, il faut porter un regard d'historien vraiment sur ces choses-là et pas partir du principe de la conspiration d'Elohim, quoi. Vraiment, je pense qu'on est à côté de la plaque avec ces visions-là où depuis la nuit des temps, une secte dirige la planète, etc. Enfin, non, c'est surtout pas mon propos, quoi. Certainement pas. Bah, c'est vrai qu'avec le recul historique, ça s'écroule en fait, cette vision caricaturale. Si effectivement, tu ne regardes que ton époque contemporaine, Mm. il y a certains soi-disant juifs qui souvent Mm. sont en fait des athées avec des origines juives, donc déjà l'énoncé est malhonnête.
Donc Mhm. ce ne sont pas des juifs, tu vois. Mhm. Ouais. Sauf si tu définis ça de façon raciale. Autoproclamés juifs qui ont effectivement une influence visible sur la politique, notamment Jacques Attali qui a été le conseiller de Jacques Chirac et de François Mitterrand. Ouais. Donc tu peux pas nier que des personnes de ce type-là ont une influence sur la vie politique. Après, Peut-être de moins en moins pour Jacques Attali, je pense, de mais là à faire il essaye. de là à faire le raccourci, donc les juifs contrôlent le monde, là après ça reste une erreur, enfin pour moi ça reste une erreur de logique quoi. T'as fait un saut d'une case à l'autre. Mhm. Mais effectivement une fois que t'as le recul historique, tu sais que bon bah au fil de l'histoire et à l'échelle du monde, les juifs n'ont pas tant d'influence que ça. Mhm. Ils en ont une, mais elle n'est pas absolue. Je ne crois pas que Non, ce soit, je ne crois pas que ce soit les maîtres du monde. c'est une forme de communautarisme parfois pour certains, c'est-à-dire qu'il y a la notion d'une nation pour certains qui transcende les frontières, qui transcende beaucoup de choses, mais qui aussi est euh, parfois très orienté par une notion de l'ordre de la famille élargie. Et donc, pour certains, ça va jusqu'à la notion même génétique, en fait, mais même si c'est pour les Ashkénazes, on peut évidemment se dire que c'est du grand n'importe quoi. Mais enfin, en fait, on est face à un phénomène culturel qui a révolutionné l'histoire de l'Antiquité et qui a toujours posé un peu problème. On n'a jamais su trop quoi en faire de cette naissance archaïque du monothéisme. Et, euh, et, et eux, ils ont fait quelque chose d'assez original, c'est qu'ils ont décidé, en fait, de faire en sorte que leur culture soit une culture du débat, une culture où deux juifs, trois synagogues, où quand on se rencontre, on dit des choses différentes et en même temps on va construire quelque chose de nouveau à partir de cette différence. Et ils ont beaucoup relativisé quelque chose que nous on a tendance à absolutiser justement là, autour du sacré, du divin, etc. Donc la loi est impossible à mettre en œuvre chez eux parce que de toute façon le but c'est même pas d'essayer, c'est de comprendre que c'est pas du sadomasochisme, mais ça pourrait presque l'être, de comprendre que on peut pas être parfait et que euh, on doit reposer sur un accord de principe plus un accord de principe qui est en fait celui de quelqu'un qui se regarde dans le miroir au final. Euh, et c'est intéressant, mais c'est fait avec un certain prisme. Et il y a aussi des radicaux qui pensent que pour pouvoir se regarder dans le miroir, bah, il vaut mieux taper sa femme pour pas qu'elle fasse de bêtises avec le voisin ou avec le plombier. Voilà, c'est un peu. Mais ça, c'est très très rare. Il faut pas que ça devienne la façon dont on se regarde les uns les autres. Euh, c'est important de se regarder par rapport à des éléments où on est rattaché au bon sens. Et donc communiquer avec le bon sens d'autrui. C'est la paix en action, quoi. C'est la Euh, dialectique. ouais, aussi, ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Le problème, c'est quand en face de toi, t'as un mec avec un fusil ou un couteau, la dialectique, c'est un peu mort. Ah oui, ah Ouais. oui, non, là, d'accord. Ouais, mais j'avoue Ouais, que c'est. on n'a pas Et- que ça comme expérience du vivant. Moi, je connais pas ça. Ça fait pas partie de mon expérience du vivant, tu vois. J'y Ouais. pense, ça me traumatise de me dire que il y a des gens qui sont exposés à ça, mais ça fait pas partie de ma vie. Donc, j'en tiens compte dans la manière dont je me représente, quelle société on fabrique. Mais en même temps, je tiens aussi compte du fait qu'on est capable de vivre très très différemment. Et de vivre en paix les uns avec les autres. Et ça, j'en tiens particulièrement compte, justement, parce que c'est ça, moi, que je veux cultiver.